Le but de cette vidéo est de montrer comment fabriquer, d'une façon qu'on peut qualifier d'artisanale, une machine à dynamiser l'eau de Marcel Violet. Alors, deux petits mots d'historique, très bref. Donc, Marcel Violet était un ingénieur des arts et métiers qui, après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, a réalisé que l'eau d'orage avait des propriétés tout à fait particulières. Et donc, il s'est, après d'importants travaux de recherche, notamment dans les laboratoires de l'école polytechnique, il a mis au point une machine qui est censée fabriquer de l'eau d'orage, c'est-à-dire une eau qui a des propriétés très particulières. Alors voilà comment est constituée cette machine. Elle est constituée de deux bocaux, un de départ qui est placé dans la position la plus élevée et un d'arrivée qui est placé dans la position basse. Alors, différents processus ont été utilisés, notamment des pompes d'aquarium pour faire passer l'eau de l'un dans l'autre. En fait, on s'est rendu compte que le plus simple, c'était encore d'utiliser la gravité, la pesanteur. C'est-à-dire que si vous placez le bocal de départ assez nettement plus haut que le bocal d'arrivée, l'eau va s'écouler par siphonnage du plus élevé vers le bocal inférieur. Ensuite, du bocal du haut part un tuyau. Évidemment, ce tuyau peut être dans des matières variables. Moi, j'ai voulu éliminer le plastique en me procurant du tuyau en latex pur. Ce tuyau en latex pur se trouve assez facilement à acheter sur Internet. Il est utilisé notamment dans les laboratoires et dans les hôpitaux. Donc, ensuite, sur ce tuyau en latex pur, sont enfilés deux aimants au néodyme. Alors là, pareil, une ancienne conception qui consistait à utiliser des électroaimants, mais qui, étant branchés sur le 220, avait comme inconvénient d'être très souvent, entre guillemets, oublié par les protagonistes, et ça aboutissait constamment à la fonte pure et simple de l'électroaimant. Alors, c'est pas que ça coûte une fortune, mais à coût de 6 €, ça finissait par être inabordable. Donc, on a remplacé les électroaimants par des aimants au néodyme, avec peut-être un inconvénient, mais là, des expériences supplémentaires seraient nécessaires pour vérifier que ça a vraiment une importance. C'est que l'aimant au néodyme, lui, est permanent, mais en revanche, il est toujours dans le flux magnétique est toujours dans le même sens. Alors qu'un aimant, un électroaimant, lui, le flux magnétique change de sens 50 fois par seconde. Alors, Marcel Violet, dans son livre « Le secret des patriarches », parle d'un électroaimant. Comme un certain nombre de détails concernant sa machine n'ont jamais été officiellement précisés dans une description princeps faisant autorité, alors il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on en est réduit aux suppositions, et c'est le cas de cet aimant. Moi, maintenant, je fais la machine avec des aimants au néodyme que je me procure en Allemagne ou en Tchécoslovaquie, d'ailleurs, les deux sont possibles, à des prix à peu près équivalents et par des sociétés tout aussi compétentes l'une que l'autre. Ces aimants au néodyme sont très puissants puisque malgré leur taille relativement petite, la force d'attraction est 9 kg entre chaque. C'est-à-dire que ces aimants, faut faire très attention quand vous les manipulez parce que la force d'attraction est tellement puissante que si l'un des deux vous échappe, souvent il vient se coller avec une telle violence sur son alter ego qu'il explose. Et c'est pas non plus là que ça soit extrêmement cher, mais bon, c'est à éviter parce qu'il est plus utilisable une fois qu'il est en miettes. Donc il y a des disques en plastique qui sont en résine qui sont livrés avec, et je pense qu'il faut laisser toujours un disque entre les deux pour justement permettre de les décoller et sans les casser, de les manipuler sans les casser. Ensuite, donc le tuyau, donc vous voyez le circuit de l'eau. Elle part par siphonnage du bocal du haut, elle passe dans le tuyau, de là elle passe dans l'aimant, ensuite elle arrive dans le bocal d'arrivée dans lequel elle s'égoutte. Sur le tuyau d'arrivée est branchée une pipette
dite pipette Pasteur, qu'on peut là aussi assez facilement se procurer, notamment chez les fournisseurs de verreries de laboratoire. Cette pipette Pasteur, elle est donc enfilée dans l'extrémité inférieure du tuyau. Et pourquoi cette pipette? C'est pour ralentir le débit. Parce qu'il est tout à fait évident que si l'eau passe trop vite dans l'aimant au néodyme, elle n'a pas le temps de se magnétiser ou mal, et donc elle serait imparfaite. Pour qu'elle ait bien le temps de subir le magnétisme, la seule astuce que j'ai trouvée, c'est de réduire le débit. Donc, je fais passer l'eau dans cette pipette Pasteur, et comme je trouvais que ça passait encore trop vite, à l'extrémité, à l'endroit où la pipette se rétrécit, à l'intérieur, j'ai mis un petit morceau de fil d'or, dont j'ai écrasé une extrémité pour que ça ait la forme d'un clou. Ce qui fait que le fil ne peut pas passer dans le tube capillaire, il reste à la jonction des deux, et ça réduit encore le débit, ce qui fait que là, l'eau passe en plus de 30 minutes. 1 litre, mais plus de 30 minutes pour passer du bocal supérieur au bocal inférieur. Donc voilà pour le circuit de l'eau. Ensuite, il va falloir que l'eau subisse l'influence de ce que Marcel Violet appelait rayon cosmique, enfin sans trop savoir de quoi il s'agit, puisque c'est un rayonnement sans doute de type électromagnétique, mais qui aurait une fréquence absolument inouïe, puisqu'elle serait de l'ordre de 10 puissance 40. C'est vertigineux. En plus, aucun appareil, même à l'heure actuelle, n'est capable de mesurer de pareilles fréquences. Et donc, sur ce qui vient de l'extérieur de la Terre, on ne sait pas grand-chose, c'est juste des suppositions de Marcel Violet et de ses coéquipiers. Donc, on est obligé d'utiliser une antenne pour recueillir ces signaux, et cette antenne, c'est très simple, c'est le circuit électrique de votre maison ou de votre appartement, c'est-à-dire une très grande longueur de fil de cuivre, puis qui décrit des courbes, des machins, puisque le circuit est compliqué, et donc, voilà. Alors, comment faire pour utiliser ce circuit électrique comme antenne? Très simple. Un fil électrique muni d'une fiche banane à une extrémité. Et cette fiche banane, vous la rentrez dans un seul des deux trous d'une prise de courant. Alors, pareil, là, Marcel Violet n'a pas donné de précision s'il fallait utiliser, puisque dans nos maisons, nous sommes alimentés en 220 volts, 50 Hz, avec un fil de phase, un fil de neutre, et il n'a pas précisé si on devait le brancher sur le neutre ou sur la phase. Après avoir essayé les deux, j'ai l'impression, mais il s'agit que d'une impression, il faudrait faire des expériences, en particulier avec un certain échantillonnage de personnes. J'ai l'impression personnelle, mais unique, c'est-à-dire je suis juste le seul à prétendre ça, que c'est mieux avec la phase. Donc vous branchez cette fiche banane dans la phase que vous aurez repérée avec un tournevis testeur d'électricien, petit tournevis qui comporte une petite ampoule au néon dans le manche et qu'on rentre dans la prise pour voir de quel côté ça s'allume. Voilà. Alors ensuite, ces signaux sont conduits donc de votre circuit électrique de maison par ce fil jusqu'à une des plaques de ceci qui est un condensateur très particulier puisque le diélectrique est fait avec de la cire d'abeille. Alors on va devoir s'étendre un petit peu sur la réalisation de ce condensateur parce qu'il faut bien le dire, vous avez pu voir que jusqu'à présent tout le reste est d'une très grande simplicité à réaliser, mais le condensateur à la cire d'abeille, lui, n'est pas très simple à réaliser pour 3 raisons. Premièrement, il faut se procurer un pot en grès d'un modèle semblable à celui-ci. Or, c'est pas évident parce qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est forcément des trucs anciens qu'on a un petit peu de mal à trouver. Parfois sur eBay, parfois sur Le Bon Coin, parfois, enfin bon, c'est pas toujours, des fois dans des brocantes, vous pouvez tomber sur des pots en grès de ce genre. Il faut savoir qu'à une époque, un fabricant de moutarde, dont je ne ferai pas la pub, vendait de la moutarde dite à l'ancienne dans des pots en grès de ce type.
Alors on arrive à en trouver aussi de gens qui quand ils avaient consommé le contenu, gardaient le contenant. Et donc certaines personnes vendent sur Internet ces pots en grès, ces anciens pots de moutarde qu'on peut aussi acheter. Donc difficulté du pot, pour acheter pour trouver le pot en grès. Deuxième difficulté, et non des moindres, trouver de la cire d'abeille non chauffée. Alors là, la cire d'abeille non chauffée, c'est le problème le plus difficile à résoudre. Parce que ça suppose de trouver, pas trop loin de chez soi, un apiculteur qui fonctionne à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il ne fait pas chauffer les rayons pour en extraire le miel, qui les extrait par centrifugation et qui dispose d'une machine, ça s'appelle un rasoir à rayons, c'est-à-dire que c'est une espèce de scalpel qui fonctionne perpendiculairement au rayon et qui enlève l'opercule de cire que les abeilles ont construit sur chaque alvéole. Ça, c'est de loin la mieux, parce qu'on peut aussi, une fois que le miel a été extrait par centrifugation, on peut aussi se procurer la cire des rayons. Mais la cire des rayons, elle comporte deux inconvénients. D'une part, les rayons sont faits de vide, les cloisons sont très fines, et il faut donc une quantité énorme de rayons pour arriver parce que la cire, une fois fondue, il n'y a plus d'espace dedans, c'est que de la cire. Et donc, pour faire un pot comme ça, il faut une quantité de rayons énorme. Et puis, deuxième inconvénient, c'est que souvent, les apiculteurs, pour ne pas s'enquiquiner, à démonter les rayons de ce qu'on appelle les cadres, c'est-à-dire ça ressemble au cadre d'un tableau, hein, ces 4 baguettes qui dessinent un rectangle, sur lesquels sont tendus des fils dans un métal spécial, et souvent pour démonter la cire des cadres, les apiculteurs la chauffent. Or, là je ne saurais trop insister sur cette notion. La cire d'abeille, si elle est chauffée au-delà de 70 degrés, perd instantanément toutes ses propriétés utiles. Ça, c'est à écrire en rouge, à répéter sur tous les tons et dans toutes les langues. La cire d'abeille chauffée au-delà de 70, c'est de la cire morte. Cela signifie donc qu'il faut que vous trouviez un apiculteur qui, 1, extrait le miel par centrifugation. 2, soit vous fournit de la cire d'opercule qui donc elle n'aura pas été chauffée, ou 3, vous fournit les rayons sur les cadres et vous laisse les démonter avec un cutter. C'est-à-dire qu'on fait le tour du cadre avec la lame du cutter et en fracturant, puisque de toute façon ça va être fondu, donc c'est pas grave que ça soit en morceaux, vous fracturez une fois que vous avez découpé le tour et en faisant attention de ne pas couper les fils parce que les apiculteurs n'aiment pas qu'on leur bousille leurs fils parce qu'il faut tout refaire. Donc en faisant attention de ne pas couper les fils, il faut couper au cutter tout le tour du rayon, l'effondrer et le récupérer comme ça. Donc là, grosse difficulté, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver un. En plus, il a décidé récemment de vendre cette cire qui me vendait à moi, de la vendre parce que sans doute il en tire un meilleur prix. Il la vend à un VRP qui passe chez lui et qui lui donne en échange ce qu'on appelle de la cire gaufrée. C'est-à-dire c'est de la cire qui a été fondue, donc à plus de 70, et mise en forme. Ça représente une ondulation, si vous voulez en coupe, ça ressemble à un toit d'usine. Et puis ça permet aux abeilles d'amorcer la construction de leurs rayons. Alors ça, d'abord, c'est pas acheté. Hein. Si vous achetez de la cire comme ça, on en trouve tant qu'on veut sur le net. Elle n'a aucune propriété biologique. Parce que comme elle a été chauffée au-delà de 70, ça n'est pas utilisable. Donc voilà pour la cire. Ensuite, il faut se procurer, troisième chose un petit peu délicate, il faut se procurer du cuivre. Du cuivre sous forme de lame d'une certaine épaisseur, car ça va permettre de faire les électrodes de ce condensateur. Étant donné que le diélectrique est la cire, donc, les électrodes de cuivre,
Ce sont deux morceaux de plaque de cuivre. Alors moi, vous voyez, le mien fait à peu près 4-5 mm d'épaisseur. Et pourquoi c'est important que ça soit comme ça? Parce que d'une part, il faut qu'il y ait une certaine surface de contact entre la cire et ces lames. Et d'autre part, les trous, j'ai fixé moi mes petites cosses, car à l'extrémité de mon fil qui comporte la fiche banane et à l'extrémité de l'autre fil qui va partir de la deuxième électrode, j'ai mis des cosses dites automobiles, qui sont des cosses percées, hein, circulaires, et j'ai j'ai taraudé chaque trou avec des vis de 4 au pas ISO. J'ai taraudé ce trou, ce qui fait que mes vis n'ont pas d'écrou. Elles serrent dans le cuivre directement par ce filetage. Et ensuite, on repart de la deuxième électrode de cuivre jusqu'à notre bocal d'arrivée. Alors, à l'extrémité de ce deuxième fil, il y a une pince crocodile. Alors moi, vous voyez que dans mon montage, c'est un petit peu différent parce que en fait, il y a une fiche banane et une pince croco. On peut éviter la fiche banane, hein. Dans mes dernières réalisations, je soude directement parce que ces pinces croco, elles sont étamées. En plus, vous avez un petit dispositif avec 2 lamelles qui permettent de sertir le fil sur la pince croco, donc la fiche banane est inutile. C'est une dépense, ça coûte relativement cher et ça ne sert à rien, puisqu'il suffit que le fil soit relié à la pince croco. Et alors, dans cette pince croco, une électrode métallique. Cette électrode métallique, elle peut être constituée de différents métaux, puisque Marcel Violet lui-même a dit, alors là, a donné des précisions, elle peut être en or, comme c'est le cas de celle-ci, elle peut être en argent, elle peut être en fer, elle peut être en zinc, elle peut être en cuivre. Par exemple, il y a bien des gens qui prennent un simple morceau de tuyau de cuivre, par exemple de 8-10 ou de 10-12 de section. Vous en mettez, comme vous voyez, 20-25 cm. Vous attrapez le bord du tuyau avec la pince croco et ça marche très bien. Donc moi, c'est une petite barre, un fil un peu gros, parce que tout simplement, l'or est en bon marché. J'ai pas pu avoir un truc plus volumineux, mais il est évident que plus la surface de contact entre cette électrode et le liquide et l'eau d'arrivée, plus cette surface de contact est importante, meilleur c'est une évidence. Alors maintenant que je vous ai montré la totalité de la machine, je vais revenir sur la fonte de la cire, parce que c'est une opération un petit peu délicate. Voilà moi comment je procède. Vous trouvez soit une casserole en inox qui a été un peu déformée ou dont la poignée s'est dessoudée ou peu importe, soit moi j'ai récupéré une vieille cocotte minute de 8 litres environ, peu importe, hein. Ce qui compte c'est d'avoir un récipient métallique. Personnellement, je déconseillerais l'aluminium parce que je me méfie de l'aluminium, parce que la cire va être en contact avec le récipient, hein, puisque ce récipient va servir de bain-marie pour faire fondre la cire. Et donc, sa constitution, enfin le métal dont il est fait, à mon avis, moi je pense qu'il vaut mieux éviter l'aluminium. Ça peut être de l'inox, ça peut être du cuivre, ça peut être, mais pas de l'alu. Donc voilà ce que je fais. Je prends ma cocotte minute, je mets de l'eau jusqu'à peu près aux 2/3, j'amène cette eau avec un de ces thermomètres qui trempe dedans en permanence. Alors bon, ces thermomètres, ils doivent vous impressionner. Vous devez vous dire, oulala, mais où est-ce que je vais trouver ça? Écoutez, le thermomètre, à dire vrai, aucune espèce d'importance. Moi, il se trouve que j'ai racheté un jour, au moment où les thermomètres à mercure ont été interdits en France, il se trouve qu'un de mes fournisseurs en composants électroniques vendait des lots de thermomètres à mercure. Donc moi, j'en ai acheté 2, que voici. Mais bon, vous pouvez prendre des thermomètres modernes à affichage digital. Hein, vous faites tremper l'électrode dans la flotte et puis il suffit que l'eau soit entre 62 et 67 degrés. Parce qu'en dessous de 62, la cire n'est pas fusible. Or, il faut quand même qu'elle fonde, puisque vous allez devoir remplir le pot en grès avec la cire
elle n'est pas fondue, mais elle est ramollie, on va dire. Elle est ramollie beaucoup. C'est au point que vous pouvez la fouler dans le... Moi, voilà comment je fais. Hein. J'ai donc, pour faire ça, j'ai sacrifié du matériel. J'ai donc une gamelle, donc j'ai dit c'était une cocotte minute, mais ça peut être une casserole, tout ce qu'on veut. Ensuite, j'ai une écumoire, ou un écumoire, une vieille truc là pour plate, là, pour la soupe, oui, une passoire, mais c'est pas une passoire, c'est une écumoire, c'est-à-dire c'est un disque plat percé de plein de trous. Donc voilà comment je fais. Quand mon eau est bien, autour de 65 degrés, et alors là, il faut tout le temps surveiller le thermomètre, je mets de la cire, soit des petits grains quand c'est des copeaux, quand c'est de la cire de percule, ou des morceaux de rayon. Donc dans l'eau. Je mets ça dans l'eau à 65 degrés. Donc là, la cire se ramollit. Là, avec mon écumoire, je ramasse la cire quand elle est transformée, vous verrez, elle devient informe, hein, c'est-à-dire qu'avant, quand elle était en rayon, elle était en rayon. Là, ça devient des espèces de mottes de cire ramollie. Donc, je ramasse ça avec l'écumoire et je la mets dans le pot en grès dans lequel il n'y a pas encore les 2 électrodes de cuivre. Le pot en grès, je le mets lui-même dans une autre casserole à 65 degrés aussi. C'est pour ça que j'ai 2 thermomètres. Et dans le pot en grès étant dans de l'eau à 65 degrés, la cire, elle ne durcit pas dedans. Elle reste molle tant que vous n'avez pas fini de votre opération. Donc vous remplissez en réitérant cette manipulation, c'est-à-dire alimenter en cire la grande gamelle à 65 degrés, là vous écumez, vous mettez dans le truc, puis etc., etc. Et avec quelque chose pour un peu l'écraser, de façon à chasser l'eau. Et puis de temps en temps, vous videz comme ça l'eau qui se collecte entre la paroi du bloc de cire et la paroi interne du pot. Une fois que le pot est rempli, à peu près comme ça, vous voyez, c'est-à-dire pas tout à fait jusqu'en haut, parce qu'il faut quand même laisser suffisamment d'électrodes libres pour pouvoir mettre vos vis et vos 2 cosses de fil. Une fois que le pot est à peu près rempli, eh bien à ce moment-là, vous glissez. Alors il faut que les électrodes évidemment soient prêtes à côté de vous. Vous plantez ces électrodes de cuivre dans la cire molle. Vous sortez votre pot en grès du bain-marie à 65 degrés et vous laissez refroidir. Et voilà, votre condensateur est fait. Mais cette petite opération qui a l'air de rien, elle est un petit peu longue parce que d'abord, comme vous êtes qu'à 65 degrés et que la température de début de fusion de la cire c'est 62, alors on est à peine au-dessus, ce qui fait qu'elle met un petit moment avant de se ramollir, ce qui fait que pour faire un condensateur comme ça, ça prend beaucoup de temps, on va dire 2 à 3 heures de travail. Alors 2 petites précisions, mais d'importance. L'eau qui est utilisée dans cette dynamisation de l'eau ne doit pas être n'importe quelle eau. En particulier, ça ne doit pas être de l'eau du robinet telle qu'elle. Ça doit être de l'eau qui a été soit filtrée, alors soit à partir d'un filtre Doulton qui laisse un petit peu de minéraux dedans, ou à partir d'un filtre dit à osmose inverse, qui lui a l'inconvénient de l'épurer à 99,9% de ce qu'elle peut contenir et qui donc doit être revivifié entre guillemets avec un grain de gros sel de Guérande. Moi c'est ce que j'utilise, hein, soit l'une soit l'autre. Et puis alors de l'eau en bouteille peut être utilisée aussi, mais ça ne doit pas être de l'eau minérale, mais ça doit être de l'eau de source la moins minéralisée possible. Voilà. Donc première chose. Deuxième chose, j'ai oublié de dire que quand vous installez les 2 électrodes dans la cire ramollie, il faut bien évidemment, c'est un condensateur, donc il ne faut pas que les 2 électrodes se touchent. Il faut qu'elles soient éloignées relativement l'une de l'autre. Et moi, j'ai fait en sorte aussi qu'elles ne touchent pas les bords la paroi du pot. C'est-à-dire, elles sont dans la cire et en contact qu'avec la cire. Voilà. Donc, chaque lame de cuivre est
traversé par un trou, et ce trou, donc un dans celle-ci, un dans celle-là, et ce trou traversant est taraudé de façon à comporter un filetage qui va permettre de fixer chacune des deux cosses sur le cuivre, bien en contact, et sans avoir besoin d'un écrou de l'autre côté. Bon, ceci dit, si vous ne savez pas tarauder la plaque de cuivre, c'est pas une obligation absolue, hein. Vous pouvez faire un trou traversant qui est légèrement au-dessus des 4 mm de diamètre de la vis, puis ensuite vous mettez un écrou avec une rondelle gros vert ou une rondelle éventail pour pas que ça se desserre de l'autre côté, hein. Une façon de faire comme l'autre sont valables. Donc, sur le bocal d'arrivée, moi j'ai fixé un gros bouchon de liège que j'ai percé de 2 trous, mais ceci dit, c'est pas une obligation absolue, hein. C'est-à-dire, vous pouvez enlever ça et puis faire tremper directement vos... Mais à mon avis, il ne faut pas que la ferraille... Parce que pour que l'eau soit dynamisée, il faut qu'une seule sorte de métal à la fois soit en contact avec l'eau. Donc moi... J'ai pris une électrode en or là, qui est tenue par ma petite pince crocodile, mais vous pouvez voir que la pince crocodile s'arrêtant dans le liège, seul l'or platiné, en l'occurrence, est en contact avec l'eau. Alors je dis un seul métal, je me comprends, je veux dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de ferraille, par exemple, en même temps que de l'or, parce que... on sait bien qu'à ce moment, quand 2 métaux de nature très différente, comme du fer et de l'or, sont en contact avec de l'eau qui pourrait servir de conducteur, eh bien ça va se transformer en pile, et c'est pas le but du jeu. Donc ensuite, un gros plan sur la pipette, et si le plan est suffisamment grossi, vous allez voir à l'intérieur ici le petit morceau de fil d'or qui sert de ralentisseur pour l'écoulement de l'eau. Donc, un gros plan sur l'aimant enfilé sur le tuyau de latex pur. Vous pouvez voir que l'aimant, moi, je ne l'ai pas mis dans l'eau. Je l'ai mis à la sortie du bocal parce que... alors là, peut-être que ça peut se discuter, c'est-à-dire que certains pourraient... Mais bon, si vous le mettez plus bas, le bocal, là, étant donné qu'il se vide, quel que soit l'endroit où vous allez le mettre, il va bien finir par arriver un moment où il n'est plus en contact avec l'eau. Donc moi, je l'ai mis à la sortie parce que ça a l'avantage qu'il ne tombe pas dedans, et puis qu'ensuite, il reste dans cette position. J'ai fixé le tuyau de latex avec un morceau de scotch parce que ça l'écrase légèrement et que ça ralentit encore le débit. Parce que donc, autant que j'ai pu en juger, il faut qu'un litre s'écoule en au moins 30 minutes. Et grâce à ces 2 dispositifs ralentisseurs que sont le petit morceau de fil d'or dans la pipette à la sortie et le tuyau légèrement écrasé ici, il s'écoule en 3/4 d'heure. 1 litre s'écoule en 3/4 d'heure. Une autre précision concernant le tuyau en latex pur, donc que vous recevez comme ça en rouleau de 10 mètres, ça s'appelle en fait de la feuille anglaise. C'est référencé comme ça sur Internet. Une fois que vous avez réalisé tout ça, donc très simple, vous remplissez votre bocal du haut avec de l'eau la moins minéralisée possible et propre. Ensuite, on a dit qu'il allait falloir de 1 demi-heure à 3/4 d'heure pour que l'eau s'écoule du bocal du haut dans le bocal du bas. Donc là, l'eau a subi, on est bien d'accord, l'influence de l'aimant. Ensuite, elle va devoir subir l'influence de votre électrode qui amène les signaux venant de l'espace en utilisant votre réseau électrique comme antenne. Et ça, si vous avez cette machine telle qu'elle est décrite ici, ça prend minimum 48 heures. Si vous voulez que ça soit plus court, à ce moment-là, Marcel Violet s'était aperçu, et il l'a utilisé,
que la machine que l'armée allemande utilisait pour brouiller les communications des résistants, il utilisait ça comme, en quelque sorte comme amplificateur. L'eau était dynamisée non plus en 48 heures minimum, mais en 8 heures. C'est-à-dire que ça raccourcit considérablement le temps de dynamisation. Alors il est tout à fait évident que de nos jours, la machine des Allemands pour brouiller les communications, c'est introuvable. Et en plus, ça serait beaucoup trop volumineux par rapport à ce qui existe aujourd'hui. De nos jours, on peut utiliser ce qu'on appelle ce que les anglo-saxons appellent un wobulateur, WO2B. Alors, ce wobulateur, c'est quoi? C'est un synthétiseur de fréquences variable. C'est-à-dire que un synthétiseur de fréquence, il va vous produire un signal, par exemple, de 50 kHz, 200 kHz, 3 MHz, peu importe, une fréquence choisie, et il a produit et il s'y tient. Un wobulateur, c'est un petit peu différent, c'est que ça produit des fréquences variables dans une fourchette donnée. Par exemple, je suis en train d'en construire un qui va produire des signaux entre 20 kHz et 200 kHz. Et quand vous produisez ce signal en le mettant en pont sur les deux plaques du condensateur, Marcel Violet estimait que cette machine produit des harmoniques du signal venant de l'espace et que donc ça joue le rôle d'amplificateur. Alors là, le problème, c'est de savoir quelle gamme de fréquences choisir, parce que lui, il n'en a pas du tout parlé. Il n'a pas dit que son appareil fonctionnait entre telle et telle fréquence. Mais bon, en prenant une fréquence de balayage relativement large, on se dit que la probabilité de tomber sur une harmonique du signal venant de l'espace est relativement grande. Il faudra donc construire cette machine, l'essayer et voir si effectivement l'eau est dynamisée en un temps beaucoup plus court que spontanément. Il est tout à fait évident que Marcel Violet, ayant passé des jours et des jours à faire des recherches sur cette eau dynamisée, il a fait un certain nombre de découvertes dont nous ne connaissons pas les résultats. Tout simplement parce que ça n'a pas été publié. Il a écrit un seul livre qu'on trouve sur Internet qui s'appelle « Le secret des patriarches », dans lequel sont révélées un certain nombre de choses, mais pas tout. Il révèle aussi un certain nombre de choses dans sa conférence que l'on trouve aussi en MP3 sur Internet, conférence unique faite en public, pareil, dans laquelle il fait un certain nombre de révélations, mais pas tout. Et le reste, ben justement, le reste, il faudrait faire des expériences, nous, pour essayer de progresser. Alors moi, je suis sur une piste, parce que ce que je voudrais, c'est trouver le moyen physique ou électrique ou chimique d'affirmer que l'eau est dynamisée. Alors, Marcel Violet donnait une indication qu'on ne remarque pas forcément dans sa conférence. Il disait que quand l'eau est dynamisée, mais il ne précise pas où on met cette ampoule, mais il disait que si on reliait l'ampoule à la pince croco qui tient l'électrode, eh ben une ampoule de 80 volts, c'est-à-dire l'équivalent d'un néon, était maintenue allumée pendant un temps relativement long par l'eau qui avait été dynamisée. Et il dit qu'on peut d'ailleurs le mettre en évidence, là aussi, avec un tournevis testeur d'électricien. Moi, j'ai essayé, je dois dire que c'est pas évident. Une autre piste de recherche, toujours dans le but de trouver le moyen de mettre en évidence que l'eau a bien été dynamisée, c'est un copain vivant hors de nos frontières qui en a eu l'idée. Je ne peux pas vous dire son nom parce que je ne sais pas s'il serait d'accord pour que je le dise, mais il a eu cette très bonne idée de mesurer le pH de l'eau avec un appareil très précis, pas seulement du papier pH-mètre, mais avec un pH-mètre électronique. Il a eu l'idée de mesurer le pH de l'eau avant et après dynamisation.
car lui prétend que même rien qu'avec du papier pH, on voit déjà la différence. Donc ça devrait se mesurer assez aisément avec le pH mètre. Donc toute personne qui fera des découvertes pour améliorer le système ou qui a des questions à me poser peut me contacter dans ma boîte mail dont le texte s'affiche à l'écran. Dans ce domaine de l'eau dynamisée, il est évident que des découvertes restent à faire. Si certains d'entre vous en font et veulent les partager avec le reste des gens intéressés, ils peuvent me contacter. Donc voilà un autre type d'électrode dont j'ai parlé dans le film, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un barreau comme précédemment dans un métal donné, eh bien vous pouvez utiliser un morceau de tuyau de cuivre et auquel cas vous fixez la pince crocodile sur le tuyau de cuivre et l'électrode trempe dans l'eau. Vous imaginez donc que ça, au lieu d'être un verre et le bocal, avec un morceau de cuivre évidemment bien plus long, et vous fixez la petite pince crocodile sur le tuyau. Okay. Donc avec un tournevis testeur, vous explorez les deux trous de la prise pour trouver la phase. Donc vous voyez que ça s'allume et là pas. Donc la phase est ici. Vous rentrez la petite fiche banane dans le trou de la prise. Évidemment, il ne faut absolument pas amener quoi que ce soit entre le deuxième trou et le condensateur, hein, parce que là, il y aurait le 220 et vous risqueriez d'être électrocuté. Il faut qu'il y ait une seule broche de la prise utilisée, celle de la phase, et évidemment, en touchant l'électrode, il ne faut absolument pas être relié au neutre, parce que sinon, à ce moment-là, le courant passe. C'est une évidence. Mais enfin bon, il est toujours bon de rappeler les évidences. Donc Marcel Violet prétend que quand l'eau est dynamisée, quand vous reliez une ampoule à l'électrode qui trempe dans l'eau, cette lampe s'allume pendant plusieurs heures et sans que ce ne sont pas des électrons qui font briller le filament. Alors je ne sais pas comment il a branché son ampoule parce que regardez, quand je mets un tournevis testeur sur l'arrivée de la phase, vous le voyez devant mon doigt là, le filament s'allume. C'est normal puisque le fil électrique est relié à la phase. La deuxième plaque, elle, eh bien, elle ne s'allume pas. Alors qu'il m'est arrivé, mais avec un autre métal, d'avoir pratiquement, ça s'allumait pareil des deux côtés. En revanche, quand j'ai relié la petite pince crocodile à mon ampoule et j'ai posé le bout du culot sur la deuxième, ça ne l'a pas fait allumer. C'est-à-dire que... il s'est passé quelque chose. Bah, il s'est passé quelque chose. Pour conclure et illustrer ce propos sur la réalisation de la machine de Marcel Violet, j'ose vous rapporter une expérience récemment vécue. Alors bien sûr, on ne peut pas faire de statistiques à propos d'un cas, mais vous en tirez les conclusions que vous voulez. Il m'a été donné récemment de faire boire de l'eau de Marcel Violet à une femme d'une quarantaine d'années qui malheureusement pour elle est atteinte d'une sclérose en plaques depuis l'âge de 20 ans. Donc ça fait 20 ans qu'elle est malade. Et avant que je lui fasse boire cette eau, il aurait pratiquement fallu que je la porte pour lui faire monter un escalier d'un étage. Et lorsqu'elle a eu consommé de l'eau, c'est-à-dire le lendemain de son arrivée, eh bien elle a monté l'escalier toute seule, et non seulement elle l'a monté toute seule, mais en alternant les deux jambes, alors que la veille, elle devait poser une jambe. Elle montait toujours la jambe gauche en premier, la droite suivait, etc. Voilà. Donc, bon, c'est une seule personne, une maladie très particulière, mais en 24 heures, c'est un petit peu étonnant quand même. Marcel Violet ne sait pas trop à quoi correspondent ces, entre guillemets, radiations venant de l'espace qui auraient une fréquence
de 10 puissance 40, puisque avec les moyens dont il disposait dans les années 50, on va dire, jusqu'à 1970, puisque je crois qu'il est mort en 1970, avec les moyens dont on disposait à cette époque, on ne pouvait mettre en évidence, je crois, que des signaux d'une fréquence au maximum 10 puissance 20. Donc là, 10 puissance 40, c'est considérablement plus. Ma foi, bon. Alors, Marcel Violet conseillait un petit verre à liqueur quotidien de cette eau. Je pense que chez des gens qui ont une grave pathologie, il faut monter les doses. Chez quelqu'un qui en prend juste dans un but d'entretien, car il semblerait que le principal effet de cette eau soit un effet de régulation dans le sens de contrôler tous les excès, réduire tous les excès. Je prends un exemple, si vous êtes insomniaque, ça va vous faire dormir. Mais si à l'inverse, vous avez tendance à trop dormir, ça va vous augmenter la qualité de l'éveil et vous aurez besoin de moins dormir. Donc c'est toujours dans un sens de ramener vers le centre. C'est-à-dire, c'est difficile de parler de moi, étant donné que je suis très exceptionnellement malade. Je suis en bonne forme. Peut-être. Ben oui, mais ça fait pas très longtemps que je la consomme. Hein. J'ai 62 ans, ça fait guère qu'un an que j'en consomme. Donc, il y a eu 61 ans sans eau. Je sais pas si on peut tirer des conclusions. D'accord. Donc, les gens qui sont intéressés pourront éventuellement donner leur Ah oui. Toute personne intéressée et qui aurait des questions à poser peut très bien le faire par voie de mail et je me ferai un plaisir de leur répondre. Des scléroses en plaques, j'ai dû en rencontrer une dizaine dans ma vie de médecin. Je vais dire que toutes ces personnes, tous ces individus, tous ces malades ont une personnalité particulière. Je l'ai remarqué, ils sont tous spéciaux, entre guillemets. Par exemple, je l'ai recontactée récemment, elle n'en prenait plus de l'eau. Je lui dis, mais attends, t'es sûr de vouloir guérir? Parce que je lui dis, parce qu'elle a une petite fille de 6 ans. Je lui dis, mais écoute, si je me souviens bien, tu m'as quand même dit que tu serais ravi de redevenir autonome, parce que là, elle est obligée de payer quelqu'un pour emmener sa petite fille à l'école, pour aller la chercher. Il y a certaines choses qu'elle ne peut plus faire, par exemple, aller faire ses courses dans un supermarché. Je lui dis, tu veux ou tu veux pas? Parce que, comme l'a dit le sage, il n'y a de pire malade que celui qui ne veut pas guérir. Parce que, maintenant qu'on connaît les effets de cette eau, en l'occurrence, elle a les moyens d'aller mieux, voire beaucoup mieux. Après, c'est à elle de savoir si elle le veut vraiment ou pas. Là, j'ai remarqué que tous, ils ont cette tendance... Quand j'étais stomatologiste, j'allais soigner une dame à domicile qui était dans un fauteuil roulant et qui avait une sclérose en plaques plus avancée et plus grave que celle de la personne dont je viens de parler. Et j'ai remarqué qu'elle ne voulait pas guérir. Parce que, alors dans son cas particulier, j'avais décrypté le truc, c'est que le jour où elle a été atteinte de ça, son mari est devenu son esclave. Et elle ne voulait donc plus que ça cesse. Voilà, donc elle ne voulait pas d'un retour vers l'intégrité corporelle. Leur maladie est immuable et que tant que le rapport bénéfice-coût est favorable, ils estiment qu'ils doivent rester dans le truc, mais si on leur fait percevoir que rapidement, ils vont être beaucoup plus handicapés que ce que la maladie ne leur apporte, c'est pas dit qu'ils ne changent pas d'avis. Les effets sur les cultures, tu fais tremper des graines avant de les semer dans de l'eau comme ça, la plante, elle va rien avoir à voir avec ce qu'elle est si tu fais pas ça. Hein. Et alors ne parlons pas si par la suite tu l'arroses avec, tu vas obtenir 2 à 3 fois la productivité. Par exemple, des plants, il l'a fait avec 90 hectares de betteraves, Marcel Violet. Ils ont fait 3 fois 30, 30 des betteraves normales. 30 où les semences avaient baigné dans l'eau dynamisée et 30 où les semences avaient baigné et ont été arrosées.
Ben, dans le dernier, ils ont obtenu 3 fois des betteraves qui toutes seules faisaient plus de 2 kilos, alors que spontanément, elles font 800 grammes. Et chose extraordinaire, on ne peut pas mettre en évidence l'or dissous dans l'eau pendant plus de 3 mois. Il y a quand l'eau n'est plus dynamisée spontanément que le révélateur coloré que vous mettez dans l'eau met en évidence que de l'or a été dissous. Et dans cet intervalle de 3 mois, personne ne sait où il est passé. En tout cas, il n'est pas détectable. En conclusion, je peux donner mon opinion concernant le mécanisme intime de la dynamisation de l'eau. J'ai produit une théorie sur la structure fine de la matière et j'arrive à la conclusion qu'il est très probable que ce que le circuit électrique de la maison recueille et qui vient dynamiser l'eau, ce sont des positons. Et ces positrons vont petit à petit, dans nos cellules, boucher des trous qui s'accumulent par en quelque sorte le mauvais fonctionnement du corps habituel, et ça rétablit donc l'équilibre, le fonctionnement tel qu'il devrait être en permanence, et qui a dévié au fil des mois, des années, par notre perversion dans le fonctionnement normal d'un individu.